Non. Toujours avec Gabriel Cluzel et avec Louis Osalter pour évoquer ces faits terribles. C'est très difficile pour nous aussi. J'allais dire, on fait preuve. Effectivement, on a un peu de surmoi. On essaye de voler au-dessus des nuages, j'allais dire, mais c'est quelque chose qui, bien sûr, nous impacte énormément, surtout après les détails qui ont été donnés par le procureur de la République d'Évry sur la violence des mineurs. Je voudrais qu'on écoute Thibaut de Montbrial. Il est le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, invité de Sonia Mabrouk. Il appelle à une prise de conscience, à réagir face à l'explosion de la violence. La réalité, c'est qu'il y a une explosion de violence dans notre pays qui ne date pas d'hier, qui a pris sa source depuis quelques décennies et qui littéralement explose depuis quelques années. Toutes les statistiques le démontrent. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité. Quel est le premier devoir d'un gouvernement ? C'est protéger ses citoyens. Et protéger ses citoyens, ça veut dire être lucide sur le constat. Et une fois qu'on est lucide sur le constat, c'est comme un médecin qui fait le diagnostic, appliquer le bon traitement. Aujourd'hui, il faut renverser la table. Bon, alors, est-ce que... Évidemment, on est tous d'accord avec Thibaut de Montbrial. On voudrait tous être lucides. Là, en l'occurrence, c'est toujours très difficile. Et vous l'avez rappelé, Gabriel Cluzel, tout à l'heure, de parler de ça alors qu'on n'a pas encore tous les éléments. Mais quand il s'agit de nos enfants, est-ce qu'on est lucide ? C'est ça la question. Oui, d'ailleurs, du reste, le lien qui est fait entre ce qui s'est passé avec ce garçon de 23 ans et la justice des mineurs montre aussi un élément du problème. C'est-à-dire que lui, c'est un homme à 23 ans en principe. Autrefois, on considérait les garçons de 23 ans comme des hommes. Il y en avait qui allaient mourir dans les tranchées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme d'infantilisation qui participe peut-être aussi du problème. Je pense que la justice qui lui a pardonné, il a volé, c'est pas grave, il est jeune, il a frappé sa sœur. Bon, vous voyez, donc tout ça, c'est... Et s'agissant des mineurs, moi je pense toujours à la phrase de Pythagore, éduquez les enfants et vous n'aurez jamais à enfermer les hommes. Je pense que la justice, malheureusement, il est nécessaire de s'en préoccuper à court terme, mais c'est qu'une partie du problème. On a tout à revoir. Il faut remettre tout à plat. Ce que nous a expliqué Marie-Estelle Dupont était tout à fait intéressant. Il faut savoir dire non, interdire, rétablir l'autorité. Ça commence tout petit. Alors là, à court terme, avec les mineurs qu'on a là, oui, on est obligé de les mettre à l'écart de la société. Et il faut changer la loi. Mais il me semble que c'est une solution de court terme. Il faut avoir une vision de long terme. On a un véritable sujet d'éducation, de déliquescence de la famille, de l'école, etc. et à régler. Mais là, on parle, vous avez employé le mot infantilisation. Cet Owen qui a 23 ans, qui est sur son canapé ou sur son fauteuil à jouer à Fortnite toute la journée, qui est en alternant, qui doit travailler aussi dans une épicerie, qui est alternant de BTS, qui n'y va visiblement jamais, qui tape sa petite sœur, tout ça est couvert par les parents, les amis qu'il avait jusqu'en 2022. Apparemment, il y a une césure en 2022, c'est également... on m'a remis cet article de presse, je ne sais pas de quel journal c'était, Le Figaro, qui disait que effectivement il y avait ce Mohamed avec lequel il traînait jusqu'en 2022, qu'il décrit comme quelqu'un de très influençable. C'était un de ses profs qui dit c'était un branleur un peu pénible, mais comme on en a pas mal. C'est ce que disait un professeur de collège. Et puis ce Mohamed qu'il a côtoyé jusqu'en 2022 dit c'est un mec influençable, un mouton, un mec qui suit les gens. On le voyait à son style vestimentaire, toujours à sortir le dernier jogging, à faire la caïra. Donc en fait, il essayait d'exister, en fait, cet Owen. Et les parents l'infantilisaient comme un enfant de 8-9 ans. C'est notre bébé, il est à la maison, il joue à des jeux vidéo. Après tout, faut pas trop le bousculer, quoi. C'est ça. C'est l'inverse de la méritocratie, finalement. Avant, c'est les gens qui étaient de milieux simples, qui essayaient de s'élever. Et lui, il était d'une famille visiblement assez aisée. Gabriel, c'était l'inverse. Qu'est-ce que vous avez dit ? La méritocratie. Mais j'ai essayé de parler de méritocratie à Manuel Bompard dimanche dernier. Mais qu'est-ce que je me suis pris ? La méritocratie. Bah oui, non mais on essaye, vous savez, mais c'est difficile. Louis Osalter, qu'est-ce que vous dites, vous, de tout ça ? C'est difficile de se prononcer sur ce cas d'espèce parce qu'on rappelle que c'est un cas quand même très extrême. C'est-à-dire que les spécialistes de faits divers qui couvrent des affaires sordides expliquent qu'ils n'ont jamais vu ça, y compris ce qui est frappant. Il y a plein d'éléments frappants et horrifiants dans cette affaire. C'est la rapidité de ce crime. C'est-à-dire qu'entre le moment où ce jeune perd sa partie de jeux vidéo et de manière absurde prend la mouche parce qu'il a une altercation en ligne. C'est ce qu'il a déclaré, ce que le procureur a dit.
Et le moment où il supplicie à coups de couteau la jeune Louise, après l'avoir suivie, ou plutôt l'avoir entraînée dans la forêt non loin de chez elle, il se passe quelques minutes en réalité. Donc ça, c'est un des éléments très frappants. L'autre chose caractéristique de cette affaire, c'est que on est embêté parce qu'on est en mal de trouver la défaillance idéale. Parce que certes, il a eu affaire à la justice, mais c'était pas des délits très très graves. Certes, il était en BTS, donc il était dans un cadre, mais qui visiblement il ne suivait pas. Non, ça a été rompu. On est embêté. Et par ailleurs, les services de police et de justice sont allés très très vite. Il faut le saluer pour résoudre. Ils étaient nombreux pour résoudre cette affaire, très mobilisés, et ça s'est résolu en quelques jours seulement. Donc on n'a pas un coupable d'une défaillance, et sans doute que, comme vous le soulignez, le cadre, on va se pencher sur le cadre familial de cet enfant, ça va être très sur important. le déni probable, sur ce qui se passait dans cette maison où on savait visiblement qu'un frère avait frappé sa sœur et qu'il l'avait passé à tabac, où sa petite amie du mise en cause, elle aussi mise en examen, enfin mise en cause pour non-dénonciation de crime. Qu'en est-il des parents ? Vous voyez, donc tous ces facteurs-là rendent l'affaire difficile à commenter à chaud, mais elles disent quelque chose quand même. Et puis quand même, Fortnite. Et les écrans. Fortnite. Alors voilà, moi je vais me fâcher, je pense, avec tous les comment dirais-je, vendeurs de logiciels et de différents jeux vidéo. On fait la promotion de nouveaux jeux vidéo toutes les semaines. On dit tiens, il y a ça qui sort, c'est super. Regardez, ça compare ça à de l'art. Moi je veux bien. Personnellement, je suis pas utilisateur. Pourquoi ? Oui, mais Pierre. Pourquoi ? Attends. Pourquoi ? La raison, c'est que quand j'étais adolescent, j'avais un voisin qui habitait sur le même palier et qui jouait justement aux jeux vidéo beaucoup, sans doute beaucoup trop. Et il a fini par faire des crises d'épilepsie. Alors on en était à Mario Bros, Nintendo. On est là dans les années 1987, 8, 9, quoi, par là. Bon, là, Fortnite. Alors moi, je pas non plus, mais j'ai vu effectivement Fortnite ce que c'était. Parce que mon gamin est allé jouer avec des cousins l'autre jour. C'est quand même, on passe sa vie à tuer des gens. Alors Mario Bros était gentil, on attrapait des vies, on passait de champignon en champignon. Là, on tue des gens. C'est-à-dire, je découvre quand même ce truc-là. Et là, on me dit, mais attends, mais tu découvres la Lune ? Oui, je découvre la Lune, mais au moins je le dis. Je suis sincère. J'ai l'impression que la moitié des jeux vidéo, c'est tuer des gens. Oui, alors c'est pas quoi de nouveau. Counter-Strike, c'était il y a 20 ans et on tuait déjà des gens toute la journée devant son écran. Alors, il est évident que passer sa journée à jouer aux jeux vidéo, ça ne peut pas faire de bien à un être humain, on est bien d'accord. Il y a quand même un élément important qui a été rapporté par le procureur. Ce qui provoque le pétage de câble quelque part de ce jeune, c'est l'altercation en ligne. Donc moi, je dirais plutôt, je mettrais plutôt en cause, enfin en tout cas, j'ouvrirais plutôt le débat sur les écrans en général et l'aspect social ou asocial d'ailleurs de ces écrans, parce que c'est le fait qu'il soit insulté par quelqu'un qu'il ne connaît sans doute pas à travers par l'intermédiaire des écrans et de ce jeu vidéo qui provoque cette réaction. Le procureur a aussi dit qu'il sortait souvent pour comment dirais-je, pour après avoir perdu des parties. Exactement. Donc on parlait de l'intolérance à la frustration. C'est pas seulement quand on se fait insulter. Le problème, c'est qu'il y a des tas de gens. C'est pas une explication, c'est un élément d'explication, mais c'est pas une explication suffisante parce qu'il y a des tas de gens qui jouent à ces jeux sans pour autant assassiner leur prochain. Mais c'est comme l'alcool et c'est comme plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez des prix Nobel, mais voilà, si vous videz la bouteille de vodka, évidemment, ça va mal se passer. Bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut pas tout focaliser là-dessus. Moi, je suis d'accord, c'est compliqué ce cas parce que ça remet en cause du reste beaucoup de convictions. La première, c'est que cette famille n'était pas dans la misère. On associe souvent la grande délinquance ou la misère psychologique à la misère matérielle. Non, visiblement, ils n'étaient pas dans la misère, mais il y avait peut-être une autre forme de misère. Comme quoi, il n'y a pas que la misère sociale. C'est important de s'en occuper. Et puis, il y a le mal. C'est vrai qu'on a un peu cette conception rousseauiste que un jeune, il est toujours bon, c'est presque un enfant à 23 ans. Donc, je pense que tout le monde s'est dit, les parents, les profs, la justice, on va réussir à assurer sa rédemption. Non, visiblement, il a manqué d'un tuteur quelque part. Et encore une fois, et on le redit à ceux qui nous rejoignent à 20h40 sur Europe 1, il y a... On l'a dit depuis tout à l'heure et on le redit toutes les 5 minutes parce que c'est important. On a encore, c'est vraiment les tout premiers éléments. Oui, c'est pour ça qu'on peut pas faire d'extrapolation. Mais c'est vrai qu'on s'interroge. On a le droit aussi de s'interroger et
comment est-ce qu'on c'est son enfant, on le couvre, on le couve aussi. Oui, on se dit, je pense qu'on se berce d'illusions. On se dit bon, ça va finir par s'arranger. Il a l'air un peu plus calme aujourd'hui, ça ira peut-être mieux demain et ça va se régler. Je pense qu'il y a des phénomènes psychologiques. Je parlais tout à l'heure de ce film qui s'appelle, je crois, il est inspiré d'une histoire vraie qui s'appelle Il faut que nous parlions de Kevin. C'est un film américain qui a été primé, voilà, et qui raconte l'histoire d'un garçon qui a fini par opérer une tuerie dans une école américaine. Et la mère, oui, vous connaissez le film mieux que moi. Non, mais c'est tiré de ça. Voilà, exactement. Et la mère dit à son mari, bon, à un moment, il va falloir qu'on parle de Kevin parce qu'il y a un souci. Il finit par assassiner sa petite sœur, du reste. Enfin bon, mais le père ne veut pas le voir. Donc je pense qu'il y a un phénomène psychologique assez connu. Moi, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est peut-être le côté de la victime, moi, qui m'a beaucoup ébranlé, c'est d'entendre que les parents avaient mis une géolocalisation sur le téléphone de leur petite fille. Vous voyez, et malheureusement, c'est la tristesse de se dire qu'on peut pas tout border, c'est terrible. Moi-même, j'ai des enfants qui ont un tracker. Non, ça suffit pas. Nombre d'élèves qui ont aujourd'hui ont des trackers. Voilà, exactement. Et ailleurs que dans le sac à dos, parce qu'on sait qu'il peut se faire piquer le sac à dos. Voilà. Je voudrais juste, pour en revenir, faire une sorte de transition, même s'il n'y a pas de transition à faire dans des histoires aussi horribles. Gabriel Attal, qui était ce matin chez nos confrères d'RTL et qui exposait ses propositions pour une responsabilisation pénale des mineurs. Je propose qu'on soit plus ferme dans la réponse pénale face à un certain nombre d'actes de délinquance, à des délits, à des crimes qui viennent des mineurs. Concrètement, ça veut dire qu'on crée une comparution immédiate pour les mineurs qui aujourd'hui n'existent pas. Aujourd'hui, il y a une excuse de minorité qui est automatique et le juge peut effectivement la lever dans certains cas en motivant. Ça arrive dans très peu de cas. Moi, ce que je propose avec ce texte, c'est d'inverser les choses, c'est qu'elle ne soit plus automatique à partir de 16 ans et pour des faits particulièrement graves et que le juge puisse l'appliquer, mais en motivant. Il faudra de vraies raisons pour considérer qu'un jeune ne doit pas être jugé comme un majeur quand il est en récidive de plus de 16 ans et qu'on parle de crime. Bon, bonne ou mauvaise idée, en tout cas, le problème, est-ce que c'est pas parce qu'on essaye de toujours tout globaliser ? C'est-à-dire qu'une justice ne s'adresse pas toujours à la même personne. Regardez le cas d'Owen, ça a l'air très très complexe quand même, son cas à lui. D'où l'importance de se pencher sur chaque cas. Alors, dans le cas des mineurs, il y a donc cette particularité qui a été soulevée par notamment le débat sur la proposition de loi de Gabriel Attal, c'est la césure qu'opère la justice des mineurs. C'est-à-dire que dans un premier temps, le juge des enfants voit le mineur mis en cause pour lui signifier sa culpabilité ou non, et en cas de culpabilité, c'est seulement dans un second temps qu'adviendra une sanction éventuelle, parce que l'approche est éducative. Deux problèmes à cela. Première chose, c'est qu'on sépare dans le temps la culpabilité et la sanction. Donc, le mineur n'a pas le message immédiat que ce qu'il a fait est grave et mérite une sanction. Et le deuxième problème, et ça c'est plus une question de moyens, c'est que les juges racontent qu'il y a pas mal de mineurs qui se présentent, même quand on laisse passer plusieurs mois entre la reconnaissance de culpabilité et la sanction, des mineurs se représentent du coup devant le juge des enfants sans qu'aucune mesure, même éducative, n'ait été mise en place, parce qu'on manque d'éducateurs, parce qu'on manque de places pour les placer justement, parce qu'en fait il n'y a pas de suivi efficace, suffisant, compte tenu du nombre de mineurs mis en cause. La justice est débordée par le nombre de mineurs qu'elle a à traiter, qu'elle a à accompagner et qu'elle a à sanctionner le cas échéant. Donc le texte de Gabriel Attal répondait en partie à cela en essayant de résoudre, d'améliorer en tout cas ce traitement des mineurs délinquants et des mineurs mis en cause. Mais du côté des magistrats, il reste quand même cette alerte sur le manque d'éducateurs. En France, il y a une cinquantaine, je crois, de centres éducatifs fermés. C'est largement insuffisant quand on sait qu'ils peuvent avoir une certaine efficacité. C'est largement insuffisant quand on sait la demande, entre guillemets, d'employer ce terme. 20h45.